Matt Taibbi, qui s'intitule La grande machine à bulles américaine et qui est consacré à Goldman Sachs. Alors, pour se faire traduire cet article, qui a eu un écho considérable, nous avons demandé à André-Jacques Holbeck de nous rejoindre. Bonjour André-Jacques. Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre antenne, merci à toi de répondre à cette invitation. Parce que cet article, c'est d'ailleurs toi, sur le forum de la radio, qui a dirigé notre regard vers lui. Cet article a fait beaucoup de bruit. Alors, il a fait beaucoup de bruit, il a été diffusé, il continue à être diffusé. C'est un article extrêmement important en ce qui concerne Goldman Sachs, mais également qui explique beaucoup de choses au niveau de la création des bulles. Là, dans cet article, il nous parle de 6 bulles, je suppose qu'on en parlera. Donc, au niveau de la création des bulles, du rôle des banques, qui est conservation épouvantable, et aussi du rôle du lien entre les banquiers, entre les grands banquiers et le politique. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, le plus dans cet article. Enfin, pas le plus, mais ce qui m'a frappé aussi dans cet article. Alors, Matt Taibbi, tu peux nous le représenter en quelques mots ? Eh bien, c'est un journaliste d'investigation. À part ça, je peux pas en dire grand-chose. C'est un gars qui est assez connu, qui a écrit beaucoup d'articles. Et qui est un journaliste d'investigation. C'est quelqu'un qui essaye de creuser au fond des choses. Il a beaucoup d'humour. C'est un article malheureusement qui inquiète, mais qui en même temps est écrit avec beaucoup d'humour. Alors les auditeurs viennent d'entendre le texte, évidemment, ils s'en sont rendus compte, le langage est assez cru, des fois, assez imagé, voilà, c'est exactement ça, assez imagé, mais au moins on comprend bien, c'est vraiment un article qui a le mérite de nous faire comprendre comment est-ce que sont créées les bulles, parce que pour ceux qui ne s'intéressaient pas à l'économie, il y a quelques années, on a tous entendu la bulle Internet. Ça a été vraiment sur toutes les lèvres. La bulle Internet, des budgets, des financements incroyables pour des projets aussi fous les uns que les autres. Enfin, beaucoup moins maintenant, mais il y a 10 ans, c'était quand même assez fou. Et on ne savait pas vraiment ce que c'était finalement. Et là, il a le mérite de nous faire comprendre en quelques mots ce qu'était cette bulle des nouvelles technologies et d'Internet. Mais alors, pour cela, et dans la première partie de son article, il s'essaye, André-Jacques, à faire un lien donc entre les hommes politiques et les financiers de Goldman Sachs. Oui, alors absolument, c'est complètement étonnant. J'ai appris plein de choses que je ne connaissais absolument pas. On soupçonne toujours, bien sûr, qu'il y a des liens, surtout aux États-Unis, entre les politiques et les banques, parce qu'il y a d'abord des financements de campagnes électorales. Ce qui ne veut pas dire qu'en France ça n'est pas pareil, bien évidemment, ou dans d'autres pays ça n'est pas pareil. Mais disons qu'on connaît les quantités de financement, les quantités d'argent mis dans les campagnes électorales aux États-Unis. Voilà, donc on a une petite explication d'une partie de l'origine des fonds. C'est pas les seules origines. On sait qu'avec Bush il y avait eu des origines de fonds de la part des pétroliers qui étaient extrêmement importantes, etc. Là on a certaines origines de fonds en ce qui concerne les banques. Mais en ce qui concerne en particulier Goldman Sachs, on s'aperçoit que Goldman Sachs a placé tout près des commandes depuis Clinton, depuis le mandat de Clinton, a placé aux commandes un certain nombre, quand je dis un certain nombre, un grand nombre de ces banquiers, disons de ces économistes, de gens qui étaient issus au moins de Goldman Sachs ou de la sphère qui tourne autour. C'est très intéressant, effectivement, ça prouve le lien entre Goldman Sachs et le pouvoir, et surtout et la finance, plus exactement. Alors on sait qu'en France, il y a toujours un débat droite-gauche, et certains se demandent si la droite c'est pareil que la gauche ou s'il y a encore une délimitation. Là, on voit aux États-Unis, pour les démocrates, qu'on pourrait placer à gauche, en France, qu'il n'y a pas de différence, parce que c'est avec les démocrates, avec Clinton que ça commence, et ce n'est pas avec les républicains. Absolument, oui. Il semble que, d'après justement l'article de Matt Taibbi, c'est vrai que je ne connais pas tous les rouages de l'administration américaine, mais donc avec cet article, on commence à comprendre que, par exemple, Paulson, que Rubin, que Tain, tout ça sont des gens qui ont été extrêmement proches des pouvoirs américains, au point d'avoir
au point d'avoir été, disons, ministre des Finances ou autre chose, enfin bon, secrétaire aux Finances, donc aux États-Unis, et donc ont orienté complètement les politiques qui ont permis aux banques de se goinfrer. Il n'y a pas d'autre mot que ce qu'on a connu, enfin que l'utilisation de ce terme. Et d'ailleurs, elle continue à le faire. On le verra, je pense, au cours de ce petite explication de texte. Alors, ils sont traités de stars, ces économistes. C'est très impressionnant. Effectivement, on va y revenir. Donc, dans cette première partie de texte, eh bien, on nous explique les liens entre Goldman Sachs, cette banque maître du monde, et les politiques. Et puis l'auteur nous explique assez rapidement que tout cela est vain parce qu'il y en a trop, il y a trop de ramifications. Donc il décide, parce que pour lui Goldman Sachs c'est vraiment à l'origine de toutes les déroutes, c'est un parti pris. Surtout à partir de la bulle Internet. Oui, surtout à partir de la bulle Internet. Donc pour l'auteur, pour Taibbi, lorsque Goldman Sachs a profité des différents événements qui l'ont amené à s'enrichir à chaque fois, c'est une machine donc à bulles et c'est une machine à transférer des profits vers des personnes privées, c'est l'évidence. Mais on en reparlera aussi de ça. Mais disons que c'est à partir de la bulle Internet que Goldman Sachs a été, acteur et organisateur de ces bulles. Disons qu'il a profité, il a surtout profité du système avant, mais il l'a organisé à partir de la bulle Internet. Effectivement, au tout début, on disait de Goldman Sachs qu'en fait, il ne faisait que dans le long terme et qu'il ne voulait pas faire de mal au marché. Et puis tout a bougé justement avec Clinton, enfin avec l'arrivée de Bill Clinton au pouvoir. On y reviendra ensemble. Alors, l'article commence par la bulle numéro 1, la Grande Dépression. On nous explique en gros que la banque est née et puis que jusqu'à notre époque, jusqu'à maintenant, elle a avancé en différentes étapes. Mais que le plus intéressant, c'est quand justement Goldman Sachs a décidé de s'intéresser, de rentrer un peu dans la folie spéculative de Wall Street dans les années 20. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Eh bien, c'est exactement ce que dit la désastreuse incursion de Goldman dans la folie spéculative de Wall Street durant les années 20. Goldman était en fait est une pompe à fric des investisseurs américains. Il a joué sur ces leviers, sur ces marchés qu'il faisait bouger pour montrer aux investisseurs américains qu'il était capable de leur faire gagner de l'argent. On va revenir sur la crise de 29, mais moi ce que j'ai remarqué d'une manière générale aussi, c'est que Goldman est responsable, bien évidemment, mais sont aussi responsables tous les hedge funds, tous les spéculateurs, etc., qui ont suivi Goldman, qui se sont fait avoir par Goldman. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces spéculateurs, tous ces gens voulaient tous gagner beaucoup d'argent et ils ont fait confiance à Goldman pour gagner beaucoup d'argent. Ils voulaient tous gagner beaucoup d'argent très vite. Mais certains se sont fait avoir, d'autres, les amis de Goldman, de la banque, ont au contraire gagné beaucoup. Il y a eu un transfert, mais il y a eu un transfert de fonds de pension, par exemple, de fonctionnaires californiens vers Goldman Sachs. C'est des fonctionnaires californiens, les fonds de pension qui gèrent les pensions des fonctionnaires californiens, on y reviendra aussi, je vais peut-être un peu vite, mais ces fonds de pension ont spéculé sur le pétrole, par exemple, en se disant, mais on va gagner beaucoup d'argent en spéculant sur le pétrole. Résultat, ils ont perdu des sommes considérables, mais bon, j'aurais tendance à dire un petit peu bien fait pour eux. Bien fait pour eux. Je t'écoute, André Jacques. C'était une réflexion générale. Alors, comment faisait Goldman Sachs pendant la Grande Dépression? Eh bien, Matt Taibbi nous explique, parce que ce sont des choses que j'ignorais complètement aussi, que Goldman Sachs montait des trading corporations, émettait des actions. Ils achètent toutes ces actions avec... ce sont des sociétés qui font partie de Goldman Sachs, ce sont des sociétés en cascade. Ils émettent des actions, ils achètent toutes leurs actions, et ils en revendent 80... Ils achètent toutes ces actions à $100 par exemple, chaque action. Et puis ils en vendent
90% à 104 $. Donc ils gardent 10%, qui bien sûr ces 10% vont prendre de la valeur, puisque le marché, puisque comme ils les revendent à 104, le marché monte à 104. Et leur système c'est comme ça. Alors, après, derrière, ils refont une autre société qui refait le même système, mais ce sont à chaque fois des sociétés gigognes de Goldman. Et les gens, ils ont d'ailleurs, ce qui m'avait étonné, c'est qu'ils ont en fait un peu l'honnêteté de l'annoncer. Hein, ce sont des gens le savaient, la Goldman Sachs Trading Corporation, on sait que c'est une filiale de la Goldman, de la banque Goldman. Après, cette Trading Corporation rachète ses actions, donc elle fait monter les cours. Comme elle fait monter les cours, il y a des gens qui s'enrichissent, bien sûr, ceux qui vendent à temps s'enrichissent. À un moment d'ailleurs, dans ce texte de l'auteur Matt Taibbi raconte, dit, bah voilà, en fait, c'est comme lancer une pastèque depuis le 100e étage, et puis prévenir, attention, si vous arrivez à vendre avant, à prévenir les copains, attention, il faut vendre avant que la pastèque ne touche le sol. Il y a des images assez amusantes. Mais alors, justement, on a l'impression, là, pour cette crise de 29, que c'était un coup d'essai, on va voir plus tard pourquoi, hein, pour Goldman Sachs. Absolument. Finalement, c'est un petit coup d'essai, on essaie de comprendre bien jusqu'où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce qu'on peut monter tous ces plans financiers, et on a aussi l'impression, dès le début, qu'ils ont tout compris. Ils ont tout compris dès le début. Ils ont compris que, en fait, les spéculateurs suivaient le mouvement. Et que d'une manière générale, les spéculateurs, et on en reparlera aussi probablement, que d'une manière générale, les spéculateurs ne spéculent pas à la baisse, ils spéculent à la hausse. Donc quand ils voient les choses monter, ils disent, bon, bah ça va continuer de monter, donc j'achète maintenant. Et puis ils continuent à acheter parce que ça continue de monter. Et puis à un moment, bien sûr, tout s'écroule, mais il y en a qu'un qui le savait, c'était celui qui manipule un peu tous les marchés, c'est-à-dire dans ce cas particulier, Goldman. Alors cette crise de 1920, enfin l'incursion en 1929, donc de Goldman Sachs dans ce petit jeu, on va le laisser de côté assez rapidement, mais c'était pour montrer que déjà, voilà, ils y avaient pensé. Ils y avaient pensé, absolument. Alors on va passer directement, là on saute dans le temps, hein, comme c'est écrit dans le texte, environ 65 ans. On passe à la bulle numéro 2, qui sont les valeurs technologiques, la bulle de l'Internet. Et alors, juste un oui, vas-y. Goldman Sachs, c'est une banque d'investissement. Ils ont joué un jeu d'investissement et de spéculation parce que le système permet la spéculation, il faut aussi y penser. D'une part, le système légal permet la spéculation, en 1929 et après, disons jusqu'à la bulle Internet, il permettait la spéculation, et il permet la spéculation, et s'il y a spéculation, c'est aussi qu'il y a des spéculateurs, parce que Goldman tout seul ne pouvait pas évidemment faire monter des actions s'il est tout seul à en racheter, ça sert strictement à rien. Il faut qu'il y ait d'autres gens à côté qui arrivent. Donc ça veut dire que l'homme, d'une manière générale, est spéculateur. Alors, on spécule tous un petit peu, hein. Je veux dire que on fait le plein d'essence quand l'essence va monter. Par exemple, quand on sait que ça va monter, on fait le plein d'essence. C'est de la spéculation, hein, il ne faut pas se tromper. Mais on est tous un peu spéculateurs. Mais bon, je veux dire que quand la spéculation va au point d'espérer des rendements phénoménaux, etc., et surtout de mettre à genoux, on en reparlera aussi, de mettre à genoux des économies complètes ou de faire en sorte que par exemple le prix de l'alimentaire monte d'une manière incroyable comme ça a été le cas il y a un an. Donc ce sont des gens qui meurent de faim à la sortie, hein. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce texte de Matt Taibbi, et notamment dans cette bulle numéro 2, les valeurs technologiques, bon, il y a des détails, hein, les auditeurs viennent d'entendre le texte, donc ils ont bien saisi les détails, mais c'est quand même, et j'aimerais bien que tu appuies un peu là-dessus, cette différence qui, ça y est faite entre, grâce aux nouveaux instruments, notamment, entre le petit porteur que l'on fait rêver, on le fait rêver de gagner de l'argent, de devenir le meilleur boursicoteur du monde, et ces gros porteurs qui, eux, ne prennent pas de risques car ils ont les informations. Oui, alors, en fait, il semble, d'après ce que je comprends dans cet article, parce que là, il faudrait peut-être rentrer plus loin, il semble qu'en fait, il y a deux types de gros porteurs dans l'affaire. Il y a les gros porteurs qui ne sont pas les copains de Goldman Sachs, et eux, ils n'ont pas les informations.
Ils croient que Goldman Sachs est une banque honnête, est une banque d'investissement honnête. Et puis il y a d'autres porteurs qui sont les amis de Goldman Sachs. Et ce sont en général plutôt d'ailleurs des entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des petits porteurs. Ce sont pas des grosses sociétés, ce sont pas des gros fonds de pension. Les fonds de pension se sont fait avoir par Goldman Sachs. Mais j'ai l'impression qu'ils continuent. Il y en a certains qui se sont fait avoir, nous on ne s'est pas fait avoir, donc c'est bien. Peut-être que ce qui semble sous-entendre là-dedans, c'est que Goldman Sachs met un certain nombre de gens, se garde un certain nombre de gens dans la poche, en les mettant au courant, non pas de la magouille, mais de la manière dont vont évoluer les choses, etc. Alors que d'un autre côté, certains ne sont pas au courant, et je parlais tout à l'heure des fonds de pension des fonctionnaires californiens. Et donc là, dans cette bulle numéro 2, donc dans les valeurs technologiques, on voit comment est-ce que de toutes pièces, Goldman Sachs a fait croire, cette banque, je le dis comme si c'était un nom et un prénom et un nom, mais c'est une banque, on parle de plusieurs personnes. Oui, comment est-ce qu'ils ont artificiellement fait croire à tous à des retombées financières mirobolantes? Oui, alors, Goldman Sachs, en fait, est un bon communicateur, manie la publicité, mais en plus, donc il fait croire que ses actions vont monter, mais en plus, il y avait des accords cachés qui faisaient, alors bon, là, c'est plus facile de lire le texte que de l'expliquer, mais en gros, quand il mettait sur le marché des actions d'une société nouvelle, d'une société Internet nouvelle, il s'arrangeait pour que de toute façon les gens qui bénéficiaient des actions à 10 dollars, l'action, je prends un exemple, s'engagent en même temps pour racheter un peu plus tard des actions à 15 dollars, puis un peu plus tard des actions à 20 dollars. Parce qu'ils savaient que ça allait monter, ils connaissaient le marché, ils savaient que ça allait monter. Si les gars s'engageaient à acheter plus tard à 15 dollars, ça veut dire qu'ils étaient certains que le marché allait monter. Donc en fait, c'est de la manipulation d'un bout à l'autre, cette affaire. Ça n'a plus rien à voir avec la libre entreprise, ça n'a plus rien à voir avec l'équilibre offre-demande, ça n'a plus rien à voir avec le libéralisme. J'entends bien avec le libéralisme intelligemment conçu. C'est de l'arnaque pure et simple. C'est de l'arnaque pure et simple, en même temps, c'est jouer avec le système. C'est jouer avec le système. Alors donc il explique dans ce document que Goldman a été poursuivi d'ailleurs pour s'être livré au laddering. Laddering, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que Goldman s'arrangeait pour que les gens soient plus ou moins obligés, se soient engagés à acheter plus cher. Et puis, il faut penser que Goldman vivait avec les commissions 5 ou 6% ou 10% sur toutes les transactions. C'est pas mal, ça fait des sommes tout à fait considérables. Et ils étaient condamnés à rien, c'est rien. Oui, j'étais condamné. Alors là, il donne un exemple de condamnation, 40 millions de dollars, mais comme il disait, c'est en gros ce qu'il gagnait en une journée. Donc c'était pas très grave, quoi. Alors c'est très intéressant parce qu'à partir de là, on peut se dire, il y a eu un test en 29, il y a cette bulle Internet, haute technologie, on peut se dire, là, les autorités vont être sur leur garde. Mais pas du tout. Pas du tout. Non, mais le problème, c'est que les autorités sont peut-être sur leur garde, mais en fait, les autorités font partie. Elles font partie du jeu, elles font partie du système, et c'est ça qui est écœurant. C'est qu'en fait, quand on lit ce texte après, alors il est présenté avec humour, il est présenté d'une manière très, très, très littéraire, quand même. C'est un bon écrivain, c'est un bon journaliste. Mais quand on referme ce texte qui, moi, imprimé, il fait 15 pages, on se dit, mais en fait, c'est un monde de fous. C'est pas un monde de fous, d'ailleurs, c'est un monde où il y a deux classes, la classe de ceux qui savent, la classe de ceux qui sont mis au courant, et puis tous les autres à qui on va pomper du fric, parce qu'il ne faut pas oublier que ça se passe de la manière suivante. Les banques, Goldman Sachs en particulier, va pomper l'épargne des spéculateurs, disons des épargnants d'une manière générale, qui espèrent faire un peu de spéculation ou qui ont mis leur argent dans les fonds de pension, lesquels se font complètement avoir, parce que le système de pension américain, ce sont des systèmes privés,
Donc les fonds de pension se font avoir par Goldman Sachs, certains se font avoir, d'autres gagnent de l'argent. Et puis je pense que le coup d'après, c'est l'inverse, parce qu'il faut bien se rattraper, mais ça fait rien. Il y a celui qui paye à la sortie, c'est toujours celui qui a financé les fonds de pension, c'est-à-dire le petit épargnant d'une manière générale. Mais ce petit épargnant, en fait, s'il a pu financer ses fonds de pension, c'est qu'il y a des banques, y compris Goldman Sachs, qui leur fait des crédits. Et en plus, donc, ils gagnent sur deux tableaux, ils font du crédit, ils touchent des intérêts, et ce crédit va leur servir, ce crédit va faire de l'épargne, et cette épargne va rentrer dans le système spéculatif, où là, ils vont encore gagner beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que le système est franchement dégueulasse. Bon, c'est lamentable. C'est du grand art. C'est du grand... Oui, c'est du grand art. Je répète que ça, disons que ça n'est possible que par la cupidité humaine également. Exactement. Mais exactement. Oui, bien sûr. Ils proposent. Il y a des gens qui achètent. Voilà. Ils ont une énorme part de responsabilité dans le montage du système, mais les gens, ceux qui se font avoir, ont aussi une part de leur propre responsabilité, de leurs propres erreurs. Tout à fait. Alors, on continue la descente. C'est un peu Madoff, quoi. Je veux dire que les gars qui sont allés chez Madoff en disant, bon bah voilà, moi je veux gagner du 12%, ils savaient bien que ça pouvait pas durer, quoi. Alors, André Jacques, je te propose qu'on continue la descente aux enfers de Goldman Sachs, parce que là, on va voir à travers cet article que vraiment, ils sont partout. Et on a presque l'impression qu'ils sont à l'origine de tout. Pourquoi pas. Et on va parler de l'immobilier. Oui. Alors c'est la bulle dont on a beaucoup parlé, depuis 2 ans en fait. Disons qu'ils sont de plus en plus présents, quoi. On a commencé, ils ont trouvé le système avec la bulle Internet. Et puis, ils ont continué avec l'immobilier. Disons qu'à chaque fois qu'ils voient qu'il y a une possibilité de bulle, ils plongent dessus. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le titre de l'article, c'est la grande machine à bulle américaine. Alors, comment, en quelques mots, comment résumerais-tu ce qu'a fait Goldman Sachs sur l'immobilier ? On revient dans la crise, dans ce qu'on a appelé la crise, enfin, ce qu'on appelle toujours, d'ailleurs, la crise des subprimes. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit aux gens qui n'ont pas les moyens, disons qu'avant, pour acheter une maison, pour devenir propriétaire d'une maison, on disait voilà, il faut au moins 10% d'épargne préalable, des banques prêtent 90%, sur une valeur raisonnable de la maison. À partir du début de la crise, du début de la libéralisation de cet immobilier, en gros c'était dans les années 2000, où on a dit à tous les Américains, mais attendez, il n'y a pas de problème, puisque l'immobilier monte, il y a des relations de cause à effet, il faut bien comprendre. On leur dit, puisque l'immobilier monte, vous pouvez vous endetter. Et l'immobilier monte parce qu'on leur dit à tous, mais l'immobilier monte. Donc, comme on dit à tout le monde, comme il y a une campagne de publicité en disant, mais de toute façon l'immobilier va continuer à monter, etc., les gens d'une part s'endettent plus qu'ils ne devraient, et d'autre part, ils disent, c'est maintenant, il faut vite s'endetter, parce que l'immobilier va vite monter. Et comme dit Matt dans son article, il dit, j'ai bien aimé, les prêteurs jetèrent subitement tout ce caca par la fenêtre et commencèrent à signer des prêts sur des serviettes en papier à des serveuses et d'ex-dollars ayant en poche 5 balles et une barre de Mars. J'adore. Alors, moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué, c'est un gérant de hedge fund qui dit ça. Voyez jusqu'où ces salopards ont osé aller. Au moins, avec les autres banques, vous pouviez dire qu'elles étaient seulement stupides. Elles croyaient à ce qu'elles vendaient et elles ont implosé avec la bulle. Goldman savait ce qu'elle faisait. C'est exactement un délit d'initié. C'est le cœur même du délit d'initié. Absolument. Absolument. Goldman savait très bien que, les gens de chez Goldman sont des vrais salopards, mais il faut pas se tromper, ce sont pas des gens inintelligents, hein. On peut être intelligent et salaud, et ils le sont. Bon, ils savent très bien que de toute façon tous ces crédits vendus, donnés à des gens qui étaient complètement incapables de les rembourser, allaient faire de ce qu'on a appelé donc les subprimes, allaient faire des crédits non remboursés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas fous. Ils disent on va assurer tout ça. Alors ils assurent tout ça. Ils assurent tout ça auprès d'AIG.
qui est une compagnie d'assurance. Cette compagnie d'assurance assure, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les crédits des faux swaps. Cette compagnie d'assurance assure, et puis ils font, alors là ça devient un peu compliqué, ils vendent, ils titrisent, ils vendent ces crédits. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais en général c'est plutôt des mauvais, à des hedge funds encore une fois, ou même à des municipalités qui ont un peu d'argent à placer parce qu'ils ont de la trésorerie d'avance, etc. Ils les vendent en disant bon bah écoutez, ça rapporte beaucoup, ça rapporte du 10%, du 12%, etc. Les risques de non-paiement sont faibles et en plus ils sont garantis par AIG. Et puis, bon voilà, donc tout le système se met en place auprès d'une part de ce qu'on appelle les crédits des faux swaps et des crédits des faux swaps sur ce qu'on appelle les CDO. Alors j'ai plus je me souviens. Moi j'ai l'impression de voir un jeu de paris, hein. C'est-à-dire effectivement oui, AIG qui dit oui bah nous on parie que 10% va pas être respecté mais 90% va être respecté et les autres disent bah non. Et voilà, c'est un jeu de paris, c'est du jeu en ligne. C'est du jeu en ligne, la seule chose c'est qu'à la sortie il y a du monde. À la sortie, c'est des gens qui pensaient avoir une maison qui en ont plus. Elle est saisie, mais ils ont déjà payé pas mal. Ils ont déjà payé pas mal de crédits, enfin d'intérêts et de crédits aux banques. Mais lesquelles banques sont assurées. Enfin bon, mais en définitive, ceux qui vont perdre, c'est ceux qui achètent ces CDO, c'est-à-dire ces obligations sur des crédits, dans lesquels il y a du subprime. Alors on apprend qu'une fois de plus, des investisseurs se sont fâchés, ils sont regroupés, après l'éclatement de la bulle immobilière, comme une répétition virtuelle, apprend-on dans l'article de la bulle Internet, vague de procès contre Goldman, et le truc assez incroyable, c'est que Goldman s'en est sorti pratiquement indemne, écartant les menaces en acceptant de payer une somme dérisoire, 60 millions de dollars, et ça représente ce que son département des CDO gagnait en 1 jour et demi pendant le boom immobilier. On est dans le même truc que dans la bulle Internet, où de toute façon, il peut y avoir des procès. Les procès, on sait ce que c'est. Les procès contre des grosses boîtes comme ça, ils ont des batteries d'avocats. Les gens qui se battent contre eux, ils vont peut-être gagner, mais ils vont gagner des clopinettes par rapport à ce qu'au départ ça leur a coûté, quoi. Donc en fait, par contre, bien évidemment, tous les Américains qui se retrouvent dans des campings sans plus avoir de toit, sans plus rien avoir, eux ne gagnent pas. Les hedge funds ont réussi à retirer quelques billes, mais bien évidemment, le peuple, d'une manière générale, lui, est complètement en dehors du coup. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit que l'accélération a lieu à partir du moment de la bulle haute technologie et à partir de là, il ne s'arrête plus. Donc il y a ça, il y a l'immobilier, on est encore dedans d'ailleurs. Il y a le pétrole, où nous allons y arriver dans quelques instants. On sent vraiment une montée en puissance. Ils ont bien compris que c'est en créant toutes ces bulles qu'ils allaient pouvoir faire fructifier les bénéfices de la banque. Ils ont saisi à partir de ce moment-là que c'était vraiment le moyen pour gagner de l'argent. Oui, alors ce qu'il y a aussi d'incroyable, c'est que dans cette histoire, ceux qui profitent de tout ça, ce sont les hauts dirigeants et les employés de la banque. Alors, il donne un exemple. En 2006, le montant des rémunérations grimpa à 16 milliards de dollars, 16,5 milliards de dollars. Une moyenne de 622 000 dollars par employé. Mais c'est une moyenne, comme toujours dans les moyennes. Il doit y avoir eu des employés qui ont eu 50 000 dollars ou 10 000 dollars, ils devaient être très contents. Et puis il y a des dirigeants qui se sont morflés des millions et des millions de dollars. C'était important de le dire aussi. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas trop scier sur les moyennes non plus. 622 000 dollars par employé, ce sont des moyennes, ça ne veut rien dire. On sait le problème des moyennes. Si on est dans un café où il y a 10 gars qui gagnent le SMIC et qu'arrive Bill Gates, la moyenne va vachement remonter. Vous êtes à l'écoute de Radio. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2. Nous sommes actuellement avec André-Jacques Holbeck qui, pour nous, revient sur cet excellent article intitulé Goldman Sachs, la grande machine à bulles.
article de Matt Taibbi qui est paru dans Rolling Stone en juillet 2009. Donc c'est tout frais, c'est un article qui fait le tour des blogs, le tour de la planète financière, un article très largement argumenté que vous venez d'entendre d'ailleurs, et André Jacques revient sur quelques points de détail pour une meilleure compréhension. Une petite respiration musicale et nous nous retrouvons. Décortique pour nous cet article de Matt Taibbi intitulé La grande machine à bulles américaine, Goldman Sachs, paru dans le magazine Rolling Stone en juillet 2009. Et je rappelle, André Jacques, au passage, que c'est toi qui nous as dirigé vers cet article en mettant un lien sur le forum de la radio Ici et Maintenant. Alors, André Jacques, donc quatrième bulle pointée du doigt par Matt Taibbi, d'ailleurs ça ne s'arrête plus, hein, c'est le pétrole. Ouais. Alors, le pétrole, le pétrole, entre 2003, il y a déjà un chiffre qui est très marquant, enfin il y a deux chiffres qui sont très marquants. Le pétrole est passé de 2003 à 30 $ le baril, jusqu'au plus haut à l'été 2008 à 147 $ le baril. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, enfin ce qui est aussi intéressant, c'est entre 2003 et 2008, le volume d'argent spéculatif dans les matières premières est passé de 13 milliards à 317 milliards, c'est-à-dire un accroissement tout à fait considérable. Et en 2008, le baril de pétrole changeait de main sur le papier, dit Matt Taibbi, hein, le pétrole changeait de main sur le papier 27 fois avant d'être livré et consommé. C'est-à-dire que, et je reviens sur ce que je disais au début de cette analyse, c'est que en fait les spéculateurs spéculent facilement à la hausse, ils spéculent moins facilement à la baisse. Donc en fait, il y a plus de spéculateurs qui vont spéculer à la hausse que de spéculateurs qui vont spéculer à la baisse. Donc en fait, automatiquement, le prix de cette spéculation, enfin je veux dire le prix dans ce cas-là du baril, mais ça a été vrai aussi pour le blé, ça a été vrai pour un tas d'autres trucs, le prix monte tout simplement parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est de spéculer à la hausse. Tout naturellement, et Goldman Sachs l'a compris. Et Goldman Sachs l'a compris, bien évidemment. Donc ils ont initié cette bulle, et puis comme ils gèrent des grands comptes, etc., hein, des fonds de pension, des grands investisseurs institutionnels, ils ont convaincu ces gens d'investir dans le marché à terme du pétrole. Hein, donc il y a toujours cette responsabilité qu'il ne faut pas oublier du spéculateur, des spéculateurs, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des grands investisseurs qui veulent gagner toujours plus. Hein, ils ne veulent pas seulement se protéger d'une hausse du pétrole ou d'une baisse du pétrole, ils veulent gagner. Donc ils ont écouté Goldman Sachs, et puis en écoutant Goldman Sachs qui leur a dit mais il faut, allez-y, ça va continuer à monter, etc. Alors il y a bien sûr en plus quelques gens bien placés dans la nébuleuse Goldman Sachs qui disaient oui, le pétrole va monter à 200 $, vous pouvez, c'est vrai qu'on est en manque de pétrole, c'est vrai qu'à un moment ou un autre il n'y en aura plus, c'est évident, mais il n'y avait pas une telle demande qui justifiait une telle montée de prix, parce qu'il y avait quand même beaucoup de réserves disponibles. Je pense qu'il est important de noter dans cette histoire de pétrole que Goldman Sachs était déjà présent en 91 quand J. Aron, qui était une filiale de Goldman spécialisée dans le négoce des matières premières, écrivit à la CFTC en utilisant un argument inhabituel. Les agriculteurs possédant de gros stocks de maïs, argumentait Goldman, n'étaient pas les seuls qui avaient besoin de se couvrir contre le risque de baisse des prix. Voilà. Et ils sont déjà présents, c'est-à-dire qu'on dirait qu'ils préparent, qu'ils anticipent. Ah, ils anticipent certainement très bien, il n'y a aucun doute. Alors, la question qui reste posée quand même à la sortie de la lecture de cet article, c'est est-ce qu'ils anticipent parce qu'ils ont des bons cerveaux qui comprennent bien comment ça va évoluer, ou est-ce qu'ils anticipent en modifiant les événements parce qu'à ce moment-là, et moi je pense que c'est la deuxième explication qui est la bonne, par les appuis politiques qu'ils ont, et on le verra d'ailleurs dans la dernière bulle dont on parlera, dans celle qui est en cours actuellement, ou qui va se produire, en faisant
pression sur les politiques, sur les administrations, sur les fonds de pension, sur tout ça, ils arrivent à faire évoluer, mais bon, il n'empêche qu'ils ont compris le principe, hein, il n'y a aucun doute. Ils mènent le jeu, hein. Très clairement, ils mènent le jeu quand on voit tout cela. Oui, ils mènent le jeu. Alors, justement, on en arrive à cette dernière bulle, hein, André Jacques, la magouille du renflouage. Je vais te demander de prendre un peu plus de temps pour cette bulle-là. Voilà, alors la magouille du renflouage, c'est la bulle numéro 5, c'est la dernière bulle, c'est pas vieux, c'est l'automne dernier. L'automne dernier, les banques aux États-Unis ont commencé à se casser la figure de tous les côtés. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a eu l'année dernière 25 banques américaines qui ont fait faillite. Et depuis le début de l'année, depuis le début de cette année, on en parle assez peu, on est aux alentours de 75, hein, quand même. Donc les petites banques américaines, parce que il y a un réseau bancaire avec beaucoup de petites banques, les petites banques américaines font faillite, et puis bien sûr les grosses banques, elles par contre se font renflouer par l'État américain et par la Fed, bien évidemment. Alors les chiffres sont tout à fait considérables, hein. Il y a eu le plan de 700 milliards de dollars pour l'industrie financière, le plan TARP, programme de soulagement des avoirs en déshérence, et bien sûr c'était un banquier de Goldman qui avait 35 ans, qui est chargé de gérer ce fonds. 700 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose. Et puis en fait, on s'aperçoit, on se souvient de l'interview d'une femme de la Fed, j'ai oublié son nom, et qui dit, interview au Sénat, et le sénateur lui demande, mais où sont passés les 9000 milliards de dollars? Et elle dit, je sais pas trop. Bon, en fait, manifestement, ces 9000 milliards de dollars, là, Matt Taibbi parle de 8700 milliards de dollars, en fait, ce sont des prêts ou des garanties de la Fed, mais ce sont pour des banques, mais on ne sait pas à qui. C'est pour ça qu'elle n'a pas répondu. Personne ne sait trop à qui. Voilà, donc on a l'explication de ces 9000 milliards de dollars dont on cherchait depuis quelque temps. Alors ils jouent sur l'ignorance parce ils sont les derniers, les seuls à avoir assez de fonds, même plus que le gouvernement. Oui, absolument. Il n'y a pas de... Bon, d'une part, il faut quand même penser que, si je ne me trompe pas, Paulson était originaire de Goldman, donc il a laissé couler son concurrent le plus dangereux, qui était Lehman Brothers. Hein, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le lendemain, Paulson donne l'autorisation de renflouage des banques. Mais il a été bon, et puis ça gêne personne, hein, manifestement. Goldman Sachs est assez puissant aux États-Unis pour que personne ne soit gêné. Donc en fait, dans cette affaire, Goldman Sachs récupère de l'argent alors c'était AIG qui lui devait de l'argent, mais AIG est renfloué par l'État américain. Et donc la première chose que fait AIG, c'est de rembourser un paquet d'argent à Goldman Sachs. Bon, voilà, donc en fait, on est à quelque chose d'absolument aberrant, et tout ça pendant qu'en 2008, Goldman Sachs paye 14 millions de dollars d'impôts. Oui, ça c'est assez incroyable, 14 millions. Alors c'est le taux effectif d'imposition. Oui, alors c'est comme il dit, c'est moins d'un tiers de ce qu'elle a donné à son PDG, qui s'appelait Lloyd Blankstein, qui a reçu 42,9 millions de dollars l'année dernière. Le PDG touche 43 millions de dollars, c'est quand même pas mal comme revenu, hein. Y a de quoi faire. Et l'État américain touche 13 millions de dollars, alors que l'État américain a permis, en renflouant AIG, plus un petit peu d'argent que Goldman Sachs a touché pendant un moment, permet en renflouant AIG que Goldman Sachs récupère, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est 14 milliards de dollars. Alors ça a créé un petit, mais tout petit scandale aux États-Unis. Oui, tout petit. Ça étonne beaucoup l'auteur de l'article. Il pense que ça justifierait rien que ça une levée de fourche. Mais il dit qu'un des peu nombreux qui remarquèrent le scandale fut le représentant Lloyd Doggett, un démocrate du Texas,
qui siégea au comité des moyens et solutions de la Chambre, et il a dit, tandis que la main droite mendie l'argent du renflouage, la gauche le cache dans des paradis fiscaux, parce que dans cet article, on nous explique qu'il est très facile de duper le trésor américain. Dans les paradis fiscaux, bien évidemment, pour toutes ces banques, ça ne pose strictement aucun problème. D'ailleurs, pour toutes les multinationales d'une manière générale, et c'est bien le problème, c'est que toutes les multinationales, et les banques françaises aussi, on peut le dire, ont toutes des filiales ou seulement des agences dans les paradis fiscaux, et qu'à partir de là, tout ça c'est invérifiable. C'est tellement complexe. Comme ils disent, c'est 6 ans après, ils arrivent à vérifier quelque chose, on paye une amende et puis c'est terminé. Mais en entendant le yacht, il a déjà 6 ans. C'est ça. Et ça fait 6 ans qu'on vit sur les frais de la princesse. Parce que tout ça, quand même, il faut penser que qui est-ce qui paye tout ça en définitive? Il n'y a pas d'argent de perdu. L'argent, il va des plus pauvres, qui payent des taxes, des impôts, etc., aux plus riches, qui sont ces banquiers véreux, pourris, qui ne jouent plus leur rôle de banquier, mais qui jouent leur rôle de spéculateur, de manipulateur de marché. Il ne faut pas mettre toutes les banques dans le même panier non plus. Il y a des banques ou des sociétés financières honnêtes. Moi, j'ai mon compte à la Nef. J'ai souvent discuté avec le patron de la Nef. Ce sont des gens qui croient à leur métier, qui croient à l'utilité de la banque, à l'utilité de certaines banques. Mais je veux dire que là-dedans, il y a un paquet de mecs qui sont complètement véreux, quoi. Moi, j'approuve tout à fait Bankster, Bankster.tv, là qu'on retrouve sur différents sites internet, qui se bagarrent contre tout ça. Oui, enfin là, en prenant l'exemple de la Nef, du crédit coopératif, tu mets en avant justement du coopératif, et elles sont peu nombreuses. C'est ça. Bon, alors attention, il y a aussi des banques coopératives qui ont fait des bêtises. On sort du sujet. Oui, c'est vrai, on sort du sujet, effectivement. En tout cas, ce qui est très intéressant avec Goldman Sachs, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en créant ces bulles et en les faisant éclater, en fait en détruisant le système, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, il y a un moment où il n'y aura plus un seul secteur de viable. En faisant ça, on se demande s'ils ne sont pas en train de s'asphyxier pour, à la limite, voir la fin de Goldman Sachs à la fin, mais avec des dirigeants qui, eux, auront tout gagné. Ouais, je pense pas, parce qu'en fait, la nature humaine est telle qu'il y aura toujours des gens qui croiront pouvoir gagner beaucoup d'argent, et il y aura toujours des gens comme Goldman Sachs qui se diront, puisqu'il y a des gens qui veulent spéculer et gagner de l'argent, puisqu'il y a des gens qui veulent spéculer et gagner de l'argent, soit la spéculation est strictement interdite d'une manière ou d'une autre par la loi, par le système politique, mais actuellement ça n'en prend pas les directions du tout, il faut bien comprendre. Si toute forme de spéculation est interdite, même la spéculation boursière, on parle beaucoup actuellement des systèmes des systèmes informatiques boursiers qui réagissent au millième de seconde et qui en fait sur des tout petits morceaux, mais à la fin ça fait des sommes considérables, en fait le marché est truqué. Donc il faudrait revenir à un système où, par exemple pour la bourse, je suis pas un grand défenseur de la bourse, mais les gens qui veulent acheter des actions et qui veulent vendre des actions, eh bien il y a un ordre une fois par jour, et c'est tout, on ne peut pas passer plus d'un ordre par jour. Un ordre de vente ou un ordre d'achat. Et le soir, on met en comparaison l'ordre de vente et les ordres d'achat, et puis on clôt les positions. Mais actuellement, ça se joue au millième de seconde. Donc ceux qui ont les plus puissants ordinateurs, les banques américaines qui ont les plus puissants ordinateurs, gagnent à tous les coups, bien évidemment, au détriment alors je ne vais pas parler en bourse de spéculateurs, je vais parler des petits investisseurs en bourse, des gens qui se disent je vais placer mon argent en bourse parce que j'ai pas envie de le placer en immobilier, j'ai pas envie de spéculer, mais pour moi la bourse ça représente l'économie, donc ça représente du capital, donc c'est normal que je finance aussi les entreprises. Mais on pourra reparler de la bourse un autre jour. Tout à fait. Alors, on va passer maintenant, si tu le veux bien, à la bulle numéro 6, la bulle actuelle, qui est surprenante dans cet article parce que on fait tous attention à l'environnement, oui. Notamment sur l'antenne. On a reçu beaucoup d'associations, on milite en faveur de la préservation de l'environnement. Et puis, on voit que pour Goldman Sachs, en fait, c'est du pain béni, cet environnement. Alors, ce qui va être un peu désolant pour beaucoup d'écologistes, dont je fais aussi partie d'ailleurs, c'est que cet article met aussi en cause Al Gore,
On le savait depuis longtemps que Al Gore avait monté un fonds d'investissement, enfin un fonds spéculatif sur les taxes carbone. Bon, son siège est à Londres, mais bon, là il est encore un peu plus mis en cause, Al Gore. Alors, en fait, tout le monde, tous ces gens-là vont se prendre un paquet de pognon avec les taxes. Enfin, alors, attention. Le système français qui est proposé actuellement, il faut bien faire attention. Le système français qui est proposé actuellement par Rocard, pardon, je ne revenais pas sur le nom. Oui, ce système français est une taxation, c'est une taxe. Donc la récupération de cette taxe part à l'État. C'est concevable si vraiment il y a un problème de réchauffement climatique qui est dû à la pollution, etc. On peut concevoir que le système, je l'aurais peut-être monté autrement, mais le système en lui-même est relativement logique. On taxe la consommation d'énergie non renouvelable pour pousser à la consommation plutôt d'énergie renouvelable. Le problème des droits à polluer, des droits carbone, c'est très très différent parce que comme l'explique Matt Taibbi, Goldman s'est mis complètement là-dedans et en fait, ça équivaut à faire payer, à mettre sur le marché, sur un marché. Goldman prend des commissions sur chaque échange, puisqu'ils ont réussi à obtenir quasiment l'exclusivité des transactions sur ces marchés. Donc, il y a des gens qui polluent un peu, ils sont obligés d'acheter des quotas à des entreprises qui polluent un peu moins. Donc en fait, ils vont commencer à acheter des SC, mais le prix est non seulement un prix boursier, un prix d'échange, mais il est en plus un prix disons que le bas du prix est décidé par l'État. tout à fait. Alors, je t'interromps parce que ça me paraît assez important, c'est le début de cet article, enfin de cette bulle numéro 6 dans l'article de Matt Taibbi. Ils disent avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Déjà, on apprend que le plus gros contributeur privé de la campagne de Barack Obama, ça a été une banque d'affaires du nom de Goldman Sachs. Oui. Ses employés ont donné quelques 981 000 $ pour sa campagne. Et puis on apprend aussi à ce moment-là que Hank Paulson et Neil Kashkari sont partis. À leur place se trouve le directeur du cabinet des finances Mark Patterson et le patron du CFTC Gary Gensler, tous deux anciens de Goldman. Et à la place des dérivés de crédit ou des CDO ou des options sur le pétrole, les crédits de carbone sont le nouveau jeu à la mode. Un marché de 1000 milliards de dollars en plein essor qui existe encore à peine mais qui existera si le Parti démocrate se débrouille pour créer une nouvelle bulle de matières premières qui fera trembler la terre. Et en fait, ce qu'on apprend à la fin de ce petit texte, au tout début de cet article, c'est que si le plan avance comme attendu, la montée des prix sera imposée par le gouvernement et Goldman n'aura même pas à truquer le jeu, il le sera dès le départ. Il sera dans le jeu. Exactement. Il sera dans le jeu. Alors, pour les auditeurs, retenez bien, vous en entendrez sûrement maintenant parler dans les temps qui viennent, ça s'appelle le cap and trade. Et donc, effectivement, Goldman va être dans le jeu. Goldman a mis ses pions dans tout ce qui est ce jeu de marché de droits à polluer, ce qu'on appelle le marché de droits à polluer, de taxes carbone, de droits carbone. Et voilà, donc mais de toute façon, à la sortie, encore une fois, certaines compagnies d'électricité vont devoir payer, donc ils vont augmenter leur prix. Et c'est bien évidemment le consommateur qui va payer. Donc en fait, le problème, c'est que c'est une taxe qui va arriver d'une part dans la poche de Goldman Sachs et d'autre part dans la poche d'autres intervenants. C'est une taxe qui ne rentre pas qui ne revient pas à l'État. C'est incroyable quand même. L'État pouvait très bien dire voilà, les entreprises qui polluent trop paieront une taxe à l'État et puis les entreprises qui polluent moins bénéficieront de bonus de la part de l'État, plutôt que de laisser faire un marché boursier sur cette affaire et avec des intervenants privés comme Goldman. En fait, la logique aurait voulu que si
si on rentre vraiment dans cette idée de nécessité de taxer les entreprises qui polluent le plus, enfin, ou qui émettent le plus de gaz à effet de serre, pour être plus précis, eh bien, il aurait été normal que ce soit l'État qui en bénéficie. Parce que c'est l'État quand même qui va devoir réparer les dégâts à la sortie. Alors donc, en fait, les gens vont payer pour que l'État répare les dégâts, et puis Goldman Sachs va prendre de l'argent sur toutes les transactions. Voilà, c'est un bon système pour eux. C'est totalement fabuleux. Moi, je trouve ça fabuleux, hein, parce que en fait, ils font ça en toute impunité. D'ailleurs, on arrive à la fin de l'article là. Eux, bien sûr. Exactement. Alors, j'aime beaucoup cette image. Dans ce monde, certains doivent jouer suivant les règles, tandis que d'autres obtiennent un mot du principal les dispensant de faire leur travail jusqu'à la fin des temps. Oui. Alors, la dernière phrase de Matt Taibbi est intéressante aussi. C'est un État gangster, parce que bien sûr l'État est d'accord avec tous ces systèmes. Hein. C'est un État gangster vivant sur une économie de gangsters, où même les prix ne signifient plus rien. Dans chaque dollar que vous payez on se cache des taxes, et peut-être bien que nous ne pouvons plus l'arrêter, mais nous devons au moins savoir où tout cela nous conduit. Mais le problème, c'est que savoir où cela nous conduit ne nous permet pas, effectivement, de trouver des solutions. Enfin, je veux dire que pour l'instant, on n'en est pas là en Europe. Pour l'instant. Mais je pense qu'il va falloir faire très attention que si un système de droits pollués se met en place en Europe, ce ne soit pas des banques comme Goldman Sachs ou même la Société Générale ou la BNP ou tout ce qu'on veut, qui se mettent les intermédiaires, les commissions d'intermédiaires dans les poches. Alors André Jacques, pour finir, suite à l'étude de cet article, long article de Rolling Stone, écrit donc par Matt Taibbi, intitulé La grande machine à bulles américaine Goldman Sachs, qu'est-ce que toi tu retiens de cet article? Qu'est-ce que tu y as peut-être appris et en quoi est-ce que cela nous met en garde? Alors, j'ai appris ce que je savais déjà, mais j'ai appris des confirmations de ce que je savais déjà. C'est que, en fait, le politique est complètement lié à l'économique, mais ça n'est même plus à l'économique, parce que si c'était à l'économique, ça serait à la limite pas mal. Le politique est lié au financier et est lié au spéculatif. La deuxième chose qui me confirme mon intuition depuis quelques années maintenant, c'est qu'on va, si on ne fait rien, je veux dire que les choses peuvent évoluer, je ne connais pas le futur, hein, bien évidemment, mais on va vers un système où il y aura des catégories de population qui seront immensément riches par rapport à la majorité de la population. Et que on en revient à un système un petit peu, je dirais, de servage, de féodalisme, de tout ce qu'on veut. Et que, bien sûr, dans tout ça, il va y avoir des laissés pour compte, il va y avoir 2 ou 3 milliards de laissés pour compte, c'est évident. Disons que cet article, malgré son style un peu humoristique, hein, c'est ce que je disais au début, c'est très bien écrit, laisse une impression de se dire, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire, et je crois que malheureusement on ne peut rien faire devant la cupidité de ces gens qui ont toutes les cartes en main. Le problème, ils ont les cartes en main, pourquoi? Parce que toutes les banques, le système bancaire, j'en reviens à mon dada entre guillemets, le système bancaire crée la monnaie. Et comme c'est eux qui créent la monnaie, ils ont en main toutes les cartes, parce qu'on ne peut pas fonctionner. Ils distribuent la monnaie déjà aux plus riches, qui peuvent spéculer avec, en prenant au passage un petit peu de monnaie des plus pauvres, qui ont aussi pris des crédits, parce que malheureusement, les salaires sont de plus en plus bas et les gens ne peuvent plus vivre avec des salaires qui sont de plus en plus bas. Et voilà, donc on arrive dans un monde où on est inféodé, c'est un monde féodal, mais où on est inféodé au système bancaire. Et on peut se demander aussi après qui croire. Que croire finalement après tout ce qui vient d'être Oui, parce que démontré effectivement, là. quand on voit que Al Gore, mais ça on le savait hein, déjà, bon moi je le savais déjà, quand on voit que Al Gore est complètement mouillé dans l'affaire, que croire, il y a beaucoup de disons que le réchauffement climatique n'est peut-être pas mis en cause, mais il y a beaucoup, les causes du réchauffement climatique sont parfois mises en cause. Est-ce que c'est notre activité qui est la cause du réchauffement climatique, ou est-ce qu'on essaye de nous faire porter ce chapeau?
à la fin, c'est vrai, on ne sait plus où est la vérité. C'est très difficile de démêler le vrai du faux. Et ça, c'est désolant, et ça fait des gens qui sont plus heureux de vivre, qui sont malheureux de vivre parce que ils savent plus pourquoi ils vivent aussi. Hein. Il y a ce problème fondamental que les gens savent plus pourquoi ils vivent. Alors si c'est pour vivre comme Goldman Sachs, il y en a qui savent, hein, ils se disent, bon, bah moi cette année je vais prendre 43 millions de dollars. Moi je me pose même pas de questions et j'en ai rien à faire de savoir d'où ils viennent. Mais bon, tout le monde n'est pas comme eux. Et le problème, c'est que c'est eux qui dirigent. Et moi, ce qui me vient en tête après la lecture de cet article, c'est qu'il ne faut jamais oublier de se poser la question, même si on se la pose à l'extrême, sans être non plus totalement cynique et désabusé, c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime, bien sûr. Oui, non, mais absolument. À qui profite le crime? Et grâce à des articles comme celui-là, à des journalistes d'investigation, il s'est peut-être trompé, il y a peut-être des erreurs, il y a peut-être tout ce qu'on veut. Mais grâce à ces journalistes d'investigation, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, des gens qui ont le courage de monter au créneau, que ce soit sur les attentats, que ce soit sur les guerres en Afghanistan, que ce soit sur toute cette manipulation de l'opinion, à laquelle participe la majorité, je dis la majorité, mais pas la totalité, hein, à laquelle participe la majorité aussi des médias. Heureusement, entre deux, il y a quand même des gens qui ont un petit peu d'humanité, un petit peu de bon sens et un petit peu de courage. On a eu en France Denis Robert, par exemple, il y a la juge Eva Joly, il y a des gens comme ça. Mais bon, ils sont broyés par le système quand même, hein, il ne faut pas se tromper. André-Jacques, merci beaucoup d'avoir pris le temps de commenter pour les auditeurs de la radio cet article. Article donc de Rolling Stone Magazine qui publie donc cet article, La grande machine à bulles américaine, Goldman Sachs, et c'est paru en juillet 2009 par Rolling Stone Magazine. Merci à toi et à très bientôt. À bientôt à tous. Au revoir André-Jacques. Au revoir. Vous écoutez Radio Ici.